Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'oral. Donc, cette fois, c'est un oral qui vient de la banque de concours XENS. C'est un exercice d'arithmétique qui est, plus précisément, trouver les solutions d'une équation diophantienne. Donc, voilà l'énoncé. On prend un antinaturel n, un autre antinaturel alpha, et tel que alpha strictement plus grand que n et n plus grand que 2. Alors, il faut montrer que cette équation-là, x1 carré plus x2 carré plus xn carré égale alpha x1 jusqu'à xn en produit, n'a pas d'autre solution entière autre que celle triviale avec que des zéros, dont on vérifie assez facilement, enfin très facilement qu'elle marche. Si vous mettez 0 partout, là c'est bien une solution entière qui fonctionne. Donc c'est pas forcément un exo très facile, d'ailleurs comme presque aucun des exos de XENS, donc je vous invite à chercher et si vous ne trouvez pas, à continuer à regarder la vidéo, quoi. Donc on passe à la correction. Déjà, en principe, les équations diophantiennes, quand on cherche à montrer qu'une équation diophantienne n'a pas de solution, autre que des solutions triviales, une méthode qu'on utilise très souvent, c'est la méthode de descente infinie de Fermat. En fait, cette méthode, en quoi elle consiste? Elle consiste à dire que si on a une équation diophantienne, par exemple celle-là, et qu'on arrive à trouver, et qu'on a une solution, si on suppose qu'on a une solution qui est non triviale, à valeur dans n, donc c'est pour des équations diophantiennes à valeur dans, enfin, des équations diophantiennes qui prennent des solutions entières naturelles positives, et ben en fait on essaye de, à partir d'une solution donnée, en trouver une qui est en un certain sens strictement plus petite. Et en fait ça provoque une absurdité parce que si on trouve une solution qui est strictement plus petite, alors on peut, en fait, ce qu'on peut dire, c'est juste qu'en supposant qu'il existe une solution minimale, on en trouve une strictement plus petite, et là on a une absurdité. Donc déjà, pour commencer, pour pouvoir appliquer ce principe, on va se ramener à une équation dont les solutions ne sont pas simplement entières, mais antinaturelles, des antinaturelles. Et pour ça, ça tombe bien en fait. On remarque que si x1 jusqu'à xn est une solution, si le couple x1 jusqu'à xn est solution de l'équation, alors en fait le couple, le n-uplet module de x1 jusqu'à module de xn, enfin module, j'ai valeur absolue, c'est aussi une solution, parce qu'en fait, si vous mettez la valeur absolue de x1, là, au carré, ça fait la même chose. Et alors là, vu que ça c'est positif, et alors en module, ça va faire pareil. Bon, je vais l'écrire. Si x1 jusqu'à xn est solution de l'équation, alors module de x1 jusqu'à module de xn, le n-uplet est aussi solution. Et solution de l'équation. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, en appliquant des deux côtés, si on a ça, si on a cette égalité, alors en fait c'est pareil que cette égalité. Et là, comme on a un truc positif, en fait ça, ce côté de l'égalité, c'est pareil que mettre le module partout. Et en fait ça c'est pareil que alpha module de x1, module de x2, module de xn. Ok. Donc on a bien ça. Donc voilà, on se ramène à avoir des solutions qui sont des antinaturelles. Et donc le but, ça va être d'essayer de, à partir d'une solution qu'on va supposer exister qui sera non triviale, d'en trouver une qui sera strictement plus petite en un certain sens. Bon, ce qu'on peut faire, c'est par exemple considérer que si x1 jusqu'à xn c'est une solution de l'équation à valeur antinaturelle, on peut poser par exemple, on peut regarder on peut poser, enfin comment dire ça, on peut regarder en fait la somme des xi. Et cette chose-là, si je... Bon, attendez. En fait, ce qu'on peut regarder, c'est la somme des xi. Donc, par exemple, on peut regarder y égale si x1... Ah, je m'embrouille, excusez-moi. Si x1 jusqu'à xn est solution,
de si x1 est solution de l'équation, dans n donc, c'est-à-dire qu'il va exister une solution x1, xn à valeur dans n telle que y qui vaut la somme pour des xi jusqu'à xn soit minimale. En fait, on prend la solution qui minimise la somme des xi. Et à partir de cette solution qui minimise la somme des xi, on va en créer une nouvelle. Okay. Donc, soit x1 jusqu'à xn, une solution donc dans n puissance n qui minimise la somme des xi. Ok. On va pouvoir supposer qu'on a x1 plus petit que x2 plus petit que xn. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, simplement, si je permute de xi là-dedans, x1, x2, en fait c'est la même équation. Donc je peux les permuter, je peux permuter les xi de sorte qu'ils soient rangés dans l'ordre croissant en fait. C'est pour ça que je peux supposer x1 plus petit que x2 plus petit que xn. Et alors comment est-ce que je vais faire pour trouver une solution à partir de ma solution qui est plus petite? On va s'intéresser à ce truc-là. Donc on sait qu'on a x1 au carré plus x2 carré jusqu'à plus xn carré qui est égal à alpha x1 jusqu'à xn. Okay. Donc là, ce qu'on peut dire, en fait, c'est qu'on va regarder en fait cette égalité comme un polynôme en fait en xn. Ça, et en fait, un polynôme tel que xn va être racine de ce polynôme. Et donc il va y avoir une autre racine à ce polynôme qui sera en fait une racine qui sera plus petite. Donc en fait, ce que je reprends, c'est qu'on a cette égalité là qui vient de l'équation, et cette égalité elle équivaut à dire que j'ai xn carré moins alpha x1 xn moins 1 xn plus x2 carré plus xn moins 1 carré qui est égal à 0. Ok. En fait, ça, c'est p de xn. Ça équivaut à dire que p de xn égale 0, ou p de x, c'est le polynôme x carré moins alpha x1 jusqu'à xn moins 1, x, grand x, plus x2 carré jusqu'à xn moins 1 carré. Ok. Donc c'est un polynôme. C'est un polynôme qui est à coefficient entier. D'accord. Bon. Est-ce que ça va nous aider? Enfin, on va voir. Et donc, il va admettre des racines. Okay. Xn est déjà une première racine. Il va y avoir une autre racine. Ça pourrait être une racine double. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. On a xn et y racine de p. Bah oui, parce qu'en fait, p c'est un polynôme de degré 2, donc il y a bien deux racines. Ok. Et donc là, en fait, notre but, ça va être de montrer que y est une racine qui est plus petite que xn. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a pris ce polynôme p? Pourquoi est-ce que, par exemple, on n'a pas pris x1? En fait, c'est que, simplement, on voulait... on aurait pu tester en premier x1, et on va voir, en fait, que ça marche pas. Et ce qui peut motiver peut-être de se dire, xn, on va prendre xn plutôt que x1. Bon, déjà, parce que x1 et xn, ils sont faciles à les attraper quelque part, hein, surtout qu'on a l'ordre, on les a ordonnés, donc x1 et xn sont un peu les deux privilégiés. Et puis si on veut un plus petit que le xi en question, si on veut une racine plus petite que xi par exemple, on a tout intérêt à prendre le xi le plus grand possible pour dire l'autre racine peut-être qu'elle sera plus petite comme ça. C'est pour ça qu'on on considère ce polynôme. Ok. Et donc là, en fait, si on fait un dessin, hop, ce qu'on a, c'est que on a notre polynôme, c'est un polynôme de degré 2, il y a xn
le polynôme s'annule là. Et en fait, nous, ce qu'on aimerait montrer, c'est que y est avant xn. Y est plus petit que xn. Pour dire que notre polynôme, en fait, il va être quelque part comme ça. Ça, a priori, c'est pas évident. Hein. Y, il pourrait très bien être là. On sait pas. Bon, on sait qu'en 0, tout de même, le polynôme est positif, parce que là, on voit bien que si j'évalue tout ça en 0, ça c'est positif. Donc, voilà. Mais donc, ce qu'il faudrait, c'est, pour montrer, par exemple, que le polynôme que y est plus petit que xn, ce serait d'évaluer en fait le polynôme en quelque chose qui est plus petit que xn et réussir à montrer que ce truc-là va être négatif. Pourquoi ? Parce que si j'arrive à montrer ça, enfin, à supposer que xn soit le plus petit, que xn soit là et que y soit là, si j'évalue p en quelque chose de plus petit que xn, je vais être strictement positif. Ou je vais être positif. Donc si j'arrive à évaluer en quelque chose de plus petit que xn et qui est négatif, ça voudrait dire en fait que xn est plus grand que y. Et alors qu'est-ce qui est plus petit que xn ? Bon, par exemple, on peut essayer xn-1. Enfin, xn, j'avais essayé xn-1, ça marche pas. Donc en fait, quelque chose d'autre qu'on peut essayer, enfin, on peut essayer x1, ça marche pas. En fait, essayons xn-1. En fait, qu'est-ce qu'on a donc ? Si on teste ça, on a p de xn-1 qui est égal à quoi ? P de xn-1, c'est égal à xn-1 carré moins alpha x1 jusqu'à xn-1 carré. Ok. Plus x2 carré plus jusqu'à plus xn-1 carré. Ok. Ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça me donne 2xn-1 carré. 2xn-1 carré moins alpha x1 jusqu'à xn-1 carré plus x2 carré plus jusqu'à plus xn-2 carré. Ok. Et en fait, le premier truc se factorise. Ça, c'est xn-1 carré facteur de 2 moins alpha x1 jusqu'à xn-2 plus x2 carré plus xn-2 au carré. Ok. Et alors là, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à utiliser nos inégalités qu'on avait ici sur alpha, n et 2. En fait, j'ai alpha plus grand que n plus grand que 2. Donc en fait, cette chose-là, c'est strictement inférieur à xn-1 carré facteur de 2 moins n 2 moins n tout court en fait. C'est 2 moins n fois x1 jusqu'à xn-1 jusqu'à xn-2 et en fait c'est plus petit que 2 moins n. Ok, et donc plus x2 carré plus plus xn-2 carré. Alors pourquoi je fais ça ? C'est parce qu'en fait je sais quand même que xn-1 au carré il est plus grand que les xi carrés qui sont avant. Et en fait là il y en a pile n-2 des xi carrés. Donc en fait, ça c'est inférieur. Et donc en fait, mon but, comme c'est de montrer que p de xn-1 est potentiellement négatif, je vais essayer de le majorer par un truc négatif. Et donc en faisant ça, là je fais apparaître x2 carré moins xn-1 carré plus x3 carré moins xn-1 carré. Donc en fait, ça c'est inférieur à x2 carré jusqu'à la somme jusqu'à xn-2 carré moins n-2 x de n-1 au carré. Ok. Sauf qu'en fait, ça c'est négatif. Pour la raison que je viens de préciser, parce qu'en fait, j'ai bien ordonné les xi. Ok. Donc j'ai p de xn-1 qui est négatif. Qu'est-ce que je peux dire ? Qui est même strictement négatif. Et donc ça, en particulier, ça induit que xn et y, les deux racines sont différentes.
parce que si la racine était double, il n'y aurait pas d'évaluation de P qui serait strictement négative. Donc là, on a montré deux choses. On a montré que y et xn-1 sont deux racines distinctes, et en plus que y est strictement plus petite que xn. Ok. D'ailleurs, de tout à l'heure, j'ai appelé y cette somme-là. Quand je dis y, je parlais pas de la somme, là, je parlais de la deuxième racine. Okay. Désolé si je me suis embrouillé un peu tout à l'heure. Ok. Donc, je reprends. Donc en fait, y est racine de p strictement plus petite que strictement plus petite que xn. Bon, il faut quand même vérifier que y c'est une racine entière positive, et ça, en fait, ça se voit par les relations coefficient-racine, parce qu'en fait, j'ai xn y, donc non, ça c'est pas la bonne relation coefficient-racine, je me trompe, j'ai xn plus y, qui est égal à alpha fois x1 jusqu'à xn-1. D'accord. Donc ça, qu'est-ce que ça me dit? Déjà, ça me dit que y est entière, parce que ça c'est entier, donc y est entière. Et l'autre relation, c'est xny est égal à x1 carré, je dis pas n'importe quoi, x1 carré plus xn-1 carré. D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que ça c'est entier? Tac, tac, tac. Pourquoi est-ce que tout ça c'est entier? Ah oui, non, bah non. Là, j'ai déjà montré, excusez-moi. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré que y était entière, ici. Et là, en fait, je montre que y est positive, parce que je sais que xn, c'est une racine positive. Et donc que... comment? Que y, c'est... Comment? Ah là. Et donc là, je montre que y est positif, parce que à droite, c'est positif, xn, c'est positif. Ok. Donc voilà, je trouve une nouvelle racine entière positive. Okay. Et qui en plus est strictement plus petite. Donc en fait maintenant, donc x1 jusqu'à xn-1 et y, c'est une nouvelle solution de l'équation de base, mais qui en plus a une somme strictement plus petite que celle d'avant. Ok. Donc, parce que j'ai y qui est strictement plus petit que xn, donc j'ai x1 plus xn-1 plus y, qui est strictement inférieur à la somme des xi pour y variant de 1 à n. Et ça, c'est une absurdité, parce qu'en fait, on avait considéré une solution qui a des coordonnées entières positives et telles que leur somme soit minimale. Donc, on a une absurdité. Ok. Voilà. Voilà, donc là on a une absurdité et on en conclut que la seule solution entière positive, donc c'est celle avec que des zéros. En particulier, les seules solutions entières tout court, c'est le couple où il y a que pas le couple, le n-uplet où il y a que des zéros dedans. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai assez bien expliqué et que c'était pas trop long. 19 minutes, ça commence à faire un bout. Bravo à ceux qui sont restés jusque là. Et je vous dis à une prochaine fois.